Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 20h pétante, et c'est l'horaire de votre quotidien sportif qui est Time Sport. Ça fait sourire pas mal de monde sur ce plateau. Eh ben voilà, ça s'annonce bien cette émission ce mercredi 27 septembre. On va parler de quoi au programme de cette émission? Gattuso, voilà le Lombard qui débarque justement du côté de la Canebière. Et oui, en terre marseillaise, sur cette fameuse cité qui est avec son club, l'Olympique de Marseille. On en parlera tout au long de cette émission, c'est promis. Victor Osimhen, justement, et le Napoli, qui a vu hier justement ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, malheureusement encore une fois, mais là c'est pas un joueur ni un supporter, c'est plutôt le club qui est le Napoli. On parlera aussi du Real Madrid qui joue en ce moment, mais la version Bellingham qui fait ton plaisir à Mourad, notre consultant, mais aussi à Juan José. On n'en dit pas plus. Le 0153 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Et le débat du jour, on le rappelle, selon vous, Victor Osimhen doit-il poursuivre avec le Napoli justement en Serie A? Voilà, ça c'est la question que l'on se pose et qu'on vous a posée, chers auditeurs et auditrices. Rien de plus simple pour réagir. Il y a Solal à la réalisation jusqu'à 23h avec Vanessa qui débarquera de suite après, notre émission, le 0153 48 3000. Je vais présenter le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Il est pour parler. Allez, ce soir on est en compagnie de notre consultante Yasmine. Bonsoir Yasmine, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, ça va très bien. Apparemment il y a un pompier italien qui est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille pour éteindre un peu le feu, donc très bonne nouvelle. Oui, c'est ça, très bonne nouvelle selon toi. Ça on va voir avec toute l'équipe. Mourad est de la partie. Bonsoir Mourad, comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien Bilal, merci beaucoup. Très beau plateau ce soir. Oui. Et de très beaux sujets justement pour... Bon, on va voir ces sujets, comme tu dis. Non pas pour en découdre, mais on va aller en profondeur sur les débats parce que... Ouais. Bon, on va essayer d'aller pas trop. J'ai pris le pouls un peu sur les réseaux sociaux et puis les sujets sont abordés un peu trop en surface. Là, on a la chance sur Time Sport de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. On va essayer en tout cas. Juste en face de Mourad, on peut apercevoir Samir qui est de la partie aussi ce soir. Bonsoir Samir. Bonsoir tout le monde. Super plateau. Merci Bilal pour l'invitation. Super sujet, mais on va en parler. Mais je voulais juste dire qu'il y a un chroniqueur qui s'appelle Vivien qui est venu avec des beignets de la Goutte d'Or et qu'il en a proposé à personne. Donc je tiens à balancer dès le début. Donc merci. Bilal, fais tourner un peu les beignets là pour tout le monde. Je fais tourner. Écoute, bonsoir Bilal. Bonsoir Vivien. Je suis content de refaire une émission avec Samir et Mourad, ça faisait longtemps. Samir et Mourad se font assez Je suis plus habitué avec Juan José. C'est vrai, le mercredi, en ce début de rentrée. Avant l'émission, on disait avec Samir moi à quel point on se manquait mutuellement. On se confiait nos sentiments et voilà, on peut révéler au grand jour maintenant. Tu veux dire que Juan José n'est pas assez épicé, c'est ça? Juan José, c'est celui qui conseille, c'est le conseiller Juan José, c'est le grand sage, c'est le grand sage. C'est le parrain de l'émission. Il est là, c'est le parrain de l'émission. Juan José, comment ça va? Buenas tardes a todos, très bien. Très bien, je suis le parrain, voilà. Tu veux un beignet, Juan José? Tu veux pas un beignet? On en parlera après l'émission si tu veux. Voilà, Mourad, toujours là. Il est pimpant, il est assez claquant, Mourad, dans son discours, dans son parler, dans ses fines, comment dire, relance, lance, je sais pas comment, des genres de lancement, c'est ça? C'est ça. Je voulais même ajouter que c'est un peu Florentino Pérez de l'émission. Aussi, si tu veux. Mais sans le portefeuille, peut-être. Mais en tout cas, avec la même influence. C'est la crise en ce moment. Solal, justement, c'est un Bianconeri, Solal ce soir, c'est ça, Juan José, Il est avec nous, le réalisateur. Bonsoir Solal. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va bien, on a Nasser qui nous écoute, Nasser qui te passe le bonjour. Écoute, je lui passe le bonjour aussi. Pour ceux qui auront reconnu la petite musique d'ambiance, c'est Eye of the Tiger, excusez-moi. Petite référence à Rocky, là on a des boxeurs et des boxeuses sur le plateau, ça va envoyer des punchs. Là ça commence bien, tout le monde rigole bien, donc ça fait plaisir. On a beaucoup justement, merci Solal, il est avec nous jusqu'à 23h. Nous on est ensemble avec l'équipe de Time Sport, le 0153 48 3000, c'est pour réagir avec tout le monde. Mourad, justement, un homme sulfureux sur la Canebière par ces temps sulfureux, dans une ville sulfureuse. Comment voir aussi l'avenir de l'Olympique de Marseille version Gattuso, qui vient de débarquer à Marseille? Justement, on a discuté en off avant l'émission. Je pense que Gattuso... Balance pas tout. Non, mais je pense que c'est important d'expliquer la jeunesse de tout ça. Je pense que Gattuso, il remplit en tout cas une qualité primordiale pour être sur le banc de l'Olympique de Marseille. C'est des valeurs de leadership, de motivation, d'honnêteté, de franchise. Ce qu'on n'a pas vu chez Marcelino, qui était un peu plus réservé et qui correspondait pas du tout au profil olympique de Marseille. Ouais. Il a beaucoup de qualités, Gattuso. Moi, j'ai adoré le joueur. J'aurais aimé adorer l'entraîneur.
Sauf que ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il était très instable. C'est des passages assez rapides. Je crois qu'il a fait 8 clubs en 10 ans, c'est ça? Des passages assez rapides. Ils lui ont laissé le temps. Il a eu un passage à Pise. Ensuite, il a eu l'opportunité d'aller chez lui à l'AC Milan. Ensuite, au Napoli, où il prend le relais d'Ancelotti et il gagne une Coupe d'Italie. Mais sur le contenu, on reste sur notre fin. Et ensuite, à Valence, il sort de chez lui un peu, on va dire à peu près le même projet qu'à l'Olympique de Marseille. Il est en dehors de ses bases et puis ensuite là il sort prématurément et on va dire que sur le plan du jeu et d'un point de vue du résultat c'est la catastrophe. Donc moi forcément, j'ai pas envie d'insulter l'avenir concernant Gattuso, j'ai envie d'y croire, mais sur le plan du jeu, parce que c'est la qualité première d'un entraîneur, c'est ce que propose un entraîneur. Aujourd'hui, je pense qu'il est très assimilé bloc bas. Est-ce que ça va plaire aux supporters? Je ne pense pas, mais j'ai quand même envie de rester optimiste concernant Gennaro Gattuso. Après, juste en conclusion, concernant Longoria, j'ai l'impression qu'on est beaucoup parce que je suis assez surpris, moi, par le nom de Gennaro Gattuso qui sort. On est beaucoup dans des choix de réseau, dans des choix d'urgence, et non plus dans des choix de raison. Voilà. Et c'est ce que je voulais mettre en avant concernant Longoria. Je pense qu'en tant que fan de l'Olympique de Marseille, je me mets à leur place. Alors, c'est compliqué quand même de vivre dans l'urgence, à chaque fois de découvrir des profils hyper surprenants, comme ça, du jour au lendemain. Et il nous surprend, Yasmine, en faisant... Il est un peu dur, il est un peu dur quand même, Mourad, ce soir sur Gattuso. Je pense que quand même, Longoria a fait un choix plutôt de raison, même si effectivement on est dans l'urgence du côté de Marseille. Gattuso, au départ, quand son nom était annoncé, moi j'étais un petit peu sceptique. Et après, j'ai regardé un petit peu en profondeur, j'ai pris du recul. Je me suis dit que, effectivement, il faut distinguer le joueur de l'entraîneur. Ça a été un joueur hyper important du côté de l'AC Milan, qui a été champion du monde, qui a gagné, il me semble, 2 fois la Ligue des Champions. C'est un joueur teigneux, qui est bouillant, qui a du caractère. Et pour moi, par rapport à la liste des entraîneurs qui étaient sur le marché, c'est le profil, on va dire, idéal pour l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui est là justement pour, on va dire, éteindre l'incendie qu'il y a en ce moment du côté de Marseille. Il a souvent joué les pompiers à la rescousse du côté de l'AC Milan, de Naples. Alors, c'est vrai, quand on regarde le pourcentage de victoires et de défaite, il n'est pas non plus étincelant pour Gattuso, mais c'est quelqu'un qui a du caractère. Il est sur le circuit d'entraîneur, Gattuso. Alors moi j'ai quand même 2 questions. C'est que je l'avais dit la semaine dernière, c'est que au niveau des entraîneurs de l'Olympique de Marseille, il n'y a jamais eu de stabilité. On cherche toujours à avoir une stabilité du côté de Marseille. Celui qui a duré le plus longtemps, ça a été Rudy Garcia, qui a duré un peu plus de 2 saisons. Marcelino, quelques mois, Sampaoli, etc. La question, c'est de savoir, est-ce que Gattuso, lui, va se maintenir au sein de l'Olympique de Marseille? C'est pas quelqu'un qui reste éternellement, plusieurs saisons du côté dans chaque club. La deuxième question, c'est que Gattuso, il a comme agent Jorge Mendes. Ça, on le sait. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que l'influence de Jorge Mendes au sein de l'Olympique de Marseille aussi. Ça fait parler. On sait que effectivement, il a été personne non grata justement du côté de l'Olympique de Marseille depuis que Longoria est en place. Donc, c'est de savoir comment les deux vont cohabiter. Et la deuxième question, c'est de savoir aussi, est-ce que ça a été également un choix de Frank McCourt? Moi, c'est une question réellement que je me pose, de savoir si, lui, il était plutôt d'accord aussi pour l'avoir. Franck Rosset, peut-être pour y répondre avec Samir et Vivien. Alors, la première chose, c'est que je suis d'accord avec Mourad sur l'analyse qu'il fait. Quand on est obligé de chercher un entraîneur en fin de mois de septembre, c'est forcément dans l'urgence. C'est forcément qu'on a raté quelque chose quelque part. Mais voilà, ça fait des années qu'il travaille comme ça. C'est toujours dans l'urgence. Je suis d'accord aussi avec Jasmine parce que effectivement, quand vous regardez de près, c'est le 9e contrat d'entraîneur qui signe notre ami Gattuso. Effectivement, il a commencé en 2013 du côté des Sion en Suisse. Et quand tu regardes le pourcentage des victoires sur ces 10 années, je crois qu'il est à 47% des victoires. Donc il a même pas la moitié des victoires et il a signé avec 9 clubs. C'est mieux que 0. Et il faut toujours voir de plus près. À la plupart des clubs, il arrive pour remplacer un entraîneur qui a été viré. Voilà, c'est ça. À la plupart des clubs, il arrive comme ça. Ouais. Et sur les 8 clubs qu'il a entraînés, il y en a au moins 4 qui l'ont viré. Donc, là... quand vous voyez ça, vous vous dites, est-ce que c'est la personne idoine pour prendre Marseille? Pour la crise. D'accord sur le fait qu'effectivement, il a le caractère, il a la personnalité nécessaire pour amadouer un vestiaire qui est difficile. Mais sur le jeu, j'ai énormément de doutes, surtout après l'avoir vu du côté des Valences, où il a été viré au mois de décembre, après 3 mois.
Alors Samir, vas-y. On va rebondir avec Mourad et aussi Vivien. Je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu un peu sur tous les arguments de tous les chroniqueurs. Pour rebondir sur ce que Juan vient de dire. Alors effectivement, Gattuso dans son parcours d'entraîneur, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux quand vous regardez son parcours. Alors il n'est pas resté très longtemps dans tous les clubs où il est passé. Il est resté entre 1 ou 2 saisons. Si vous regardez tous les coachs qu'il y a eu à l'OM, les coachs à l'OM ne sont pas restés très longtemps. Donc statistiquement, si Gattuso dans ces clubs n'est pas resté longtemps, si tous les coachs qui sont passés à l'OM ne sont pas restés longtemps, ils donnent pas cher à la peau de Gattuso. Donc voilà, donc ça c'est le premier argument. Le deuxième où je peux un tout petit peu rejoindre Yasmine dans ce qu'elle dit, c'est vrai qu'il y avait un constat d'urgence. Donc effectivement, dans tout ce qu'il y avait sur le marché à l'instant T, peut-être que Gattuso répondait à quelques critères. Ok, là-dessus ça se suit. Par contre, on a besoin aujourd'hui de casser l'hémorragie qu'il y a en ce moment à Marseille. Premièrement, est-ce que mettre de l'huile sur de l'huile et du feu, mais c'est vrai, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Là c'est très compliqué. On ramène Gattuso. S'il n'y a pas de feu, ça va, il n'y a pas de risque. On est d'accord, Mourad. Mais là tu ramènes Gattuso dans une tempête incroyable. Je vois pas comment aujourd'hui Gattuso peut éteindre cette hémorragie-là. À Marseille, j'ai l'impression qu'on se dit, tiens, si je prenais à chaque fois un coach avec du caractère, faut arrêter avec ça. Genre à Marseille, il y a de la folie. Le dernier en date, Yasmine, juste fini. À Marseille, genre les supporters, il y a de la folie. Le club, entre guillemets, il y a un caractère, etc. Tiens, faut ramener un petit peu un coach qui a de la poigne et compagnie. On a ramené Bielsa, on s'est loupé, complètement fou. On a ramené Sampaoli. On l'a raté, complètement fou. On a ramené Tudor. On s'est loupé, complètement fou. On a ramené à chaque fois des durs à cuire. On s'est toujours loupé. À un moment donné, c'est vrai que sur l'instant T, Gattuso, pourquoi pas. Mais faut arrêter avec ce délire de parce que Marseille a l'image un peu d'avoir du caractère et compagnie. Faut ramener un coach de caractère. Qui a dit que ça faisait bon ménage? Qui a dit que ça faisait bon ménage? Peut-être qu'ils auraient besoin d'un peu. Je suis d'accord avec Samir, un peu plus de sérénité. C'est pas faux. C'est intéressant. En fait, les doutes que j'ai, je suis pas critique envers Longoria, je suis pas critique envers Gattuso. C'est juste que je m'appuie sur des faits. Je regarde le parcours des coachs que l'OM a choisi. Je regarde le parcours de Gattuso. Je regarde la situation de Marseille dans son ensemble aujourd'hui. Et je me dis, mais waouh, le mariage là, il est risqué, il est compliqué. J'ai des doutes. Un mariage avec deux personnes de caractère, ça donne rarement quelque chose de positif. Gattuso à Marseille, Vivien. Non, ça me fait penser au terme anglais, panic buy. Je pensais même que Mourad l'aurait sorti. Tu sais quoi, je voulais le sortir, mais je m'étais dit que c'est pas adapté aux entraîneurs. Mais finalement, si, on peut le répliquer. En général, non, mais dans ce cas précis, je trouve que ça ressemble à ça. Et effectivement, comme ce qui a été dit sur le plateau, moi, généralement, c'est comme si on se disait, il y a une crise et je prends quelqu'un qui a du caractère pour gérer la crise. Peut-être parce que Marcelino s'en est allé. Peut-être qu'ils ont voulu changer de personnalité, mais c'est pas parce que Marcelino est un tacticien peut-être avec un tempérament plus calme qu'il faut forcément prendre quelqu'un avec qui est plus explosif, parce que ça reste du football. Donc là c'est pas Pascal le grand frère, c'est pas Philippe Etchebest. Moi j'ai l'impression que c'est ce que Longoria a fait. Il a appelé M6. Il a appelé toutes les chaînes, il a cherché, même Claude Tollet était sur TFX, c'était pas disponible. Du coup, pour moi, Longoria, c'est ce qu'il a fait. Du coup, il s'est dit, on va prendre quelqu'un de caractère comme ça, parce qu'en termes d'idées de jeu, voilà, c'est que, en fait, quand on parle tous de Gattuso, moi, j'arrive pas à voir la vision de l'entraîneur. Enfin, vous l'avez un petit peu évoqué, quelqu'un qui joue bloc bas, mais. Tu sais pourquoi? Quelles sont ses idées? Est-ce que c'est quelqu'un qui va jouer en transition rapide? Est-ce que c'est ça que j'arrive pas à voir quels sont ses principes de jeu encore? Si tu veux parler de statistique, je m'excuse Mourad. Gattuso, dans tous ses passages à ses clubs, il a perdu un match sur 2, un match sur 3. Moi j'ai été positif, j'ai dit que c'était mieux que 0. Il a quand même 40% de victoire. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Je pense que dans l'inconscient marseillais, en fait, il faut remplir certains critères pour pouvoir occuper ce poste. C'est des qualités de leadership, je l'ai dit. Une osmose avec le public, d'accord? Et aussi avoir un caractère sur le banc de touche et aussi proposer du jeu. Il remplit les 3 critères immatériels qui sont la passion, le leadership, la relation avec les supporters, mais sur le plan du jeu, pas du tout. Il est bloc bas, etc., etc. Moi, je pense que beaucoup de supporters marseillais pensent que c'est un El Cholo bis. Moi, je pense pas qu'on sera sur un Diego Simeone bis. Je pense qu'on est plus proche du Pascal Duprat version italien que du Diego Simeone version Atlético Madrid. Non, mais sérieusement, c'est pas parce qu'il parle italien et qu'il a porté comme un chef le maillot de l'AC Milan pendant des années. Qu'il sera forcément bon sur le banc de touche. On a vu Gary Neville qui est arrivé du côté du FC Valence il y a quelques années aussi, ça a été une catastrophe. Et Gary Neville aussi, il en a gagné des trophées. Donc je pense qu'il faut il faut remettre un peu de pragmatisme et remettre le sportif au centre de tout. Et ensuite, pour revenir à Longoria, moi j'ai ma théorie. Vous avez vu, je pense que vous avez tous lu que pour démissionner, il fallait que Longoria rémunère
paye McCourt pour pouvoir partir. Ouais. Je pense que là, il saborde le club, il nomme justement Gattuso pour pouvoir se faire virer parce qu'il a pas envie de payer les frais de démission. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, ça c'est pour la petite boutade, mais encore une fois, moi je pointe du doigt Longoria. Voilà. Pas trop loin. Depuis, il travaille dans l'urgence, il est beaucoup sur les achats, il a une politique de vente qui est pas bonne, et je pense qu'à un moment donné il va falloir faire le conseil de classe de Longoria. Je lance un mini débat, et c'est pas des arguments, c'est une question que je pose peut-être à Bilal, à toi, et puis à tous les chroniqueurs présents sur ce plateau ce soir. Je pense que dans le climat qui règne en ce moment à l'Olympique de Marseille, est-ce que l'idée la plus intelligente, la plus judicieuse, c'était pas de ramener quelqu'un pour apporter un peu de calme et de sérénité dans le club? De remettre tout le monde en confiance, que ce soit les joueurs, l'organigramme, les supporters, on va calmer partout tout le monde en France, etc. Est-ce que ce personnage-là était la personne justement qui calmerait un petit peu tout autour de la situation? Vous n'avez pas forcément plutôt besoin d'avoir quelqu'un qui puisse... on va revenir. On arrive après un 4-1 face au PSG et avant un match face à Monaco. L'urgence c'était encore 4-0 et puis le match de Monaco. On est dans une période des 10 jours extrêmement compliquée où il fallait ramener quelqu'un très rapidement et avec du caractère. Ça aurait été mieux Galtier. À part son côté à faire. C'est trop tôt Galtier, je pense. Je pense qu'il c'est jamais trop tôt pour démarrer une nouvelle aventure. Je pense qu'il a encore des traces de l'écusson du Paris Saint-Germain sur son torse pour qu'il soit nommé à l'Olympique de Marseille. C'est trop tôt. Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs. On reviendra avec l'Olympique de Marseille, c'est promis, aussi le Napoli et le Real Madrid. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Il est 20h20 en ce mercredi 27 septembre. Samir est là, tout souriant, tranquillement. Il a apaisé, Samir. Voilà, il a apaisé. Et bien sûr, Samir, il accepte l'invitation. Mais Samir, tu fais partie de l'équipe et de la famille Time Sport sur l'antenne de Beurre FM. Voilà. Ça fait plaisir. Il n'y a pas d'invitation ou de lancement quelconque. Tu es toujours ici. Est-ce que Bilal, tu peux passer un bonjour à ma maman, elle nous écoute ce soir. La maman de Samir. Gros bisous, s'il te plaît. Voilà. Gros bisous à la maman. Voilà, nous la saluons. Merci à toutes les mamans du monde. C'est très important. Et même la maman de Solal, les parents de Solal. Elle est à toi après la réalisation. Très sympa Solal. Juan Trossé, Yasmine est de la partie, sans oublier Mourad. La petite blagounette bien placée toujours de Vivien. Voilà, Vivien, notre spécialiste NBA. Tu seras pas le seul cette saison, je te le promets. On aura des consultants concernant les sports US. Gattuso est-il peut-être fait pour Marseille? Oui, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très particulier sur Gattuso dont on n'a pas du tout parlé. C'est qu'il est fait pour Marseille parce que c'est un mec qui dérape souvent. J'ai lu tout à l'heure un article d'un confrère qui titrait comme ça: le mec qui dérape tout le temps. Et c'est vrai que tout au long de sa carrière en tant que joueur, la petite blague, ou la petite pique sur Zidane quand il était joueur, ou lors de ses passages, que ce soit à Naples, à Milan ou à Valence, il y a toujours du dérapage. C'est toujours très intéressant pour un journaliste aller en conférence de presse avec lui. Alors c'est quelqu'un effectivement qui a du caractère et qui va peut-être être aimé par le public marseillais parce que voilà, ils sont bouillants. Mais en même temps, tirer sur soi tous les regards, je ne pense pas que ça soit aussi la meilleure des façons d'entraîner un club qui est en difficulté après ses premiers matchs perdus face au PSG. Juan, ce que tu avances, c'est exactement ce que j'avais dans la tête dans mes arguments tout à l'heure. Je me disais, je pense qu'il va y avoir des vagues en conférence de presse avec ce personnage-là. Est-ce qu'on a besoin de vagues en conférence de presse en ce moment à l'Olympique de Marseille? C'est une question que je pense à tous les chroniqueurs. Je me dis, ça fait... Moi, je pense que justement, on a besoin à Marseille d'un entraîneur qui puisse tout assumer. Qui puisse assumer justement quand ça perd, quand ça gagne, quand il y a des problèmes. Et pour moi, à l'heure actuelle, de ce qu'il y a de disponible, c'est le seul qui peut tout assumer du côté de Marseille. Donc honnêtement, déjà pour être entraîneur de Marseille, il faut être fada. Oui, déjà. Mais surtout, il faut plaire aux supporters. Parce que si tu as des résultats et que tu plais pas aux supporters, forcément, ça va pas fonctionner sur le long terme. Le meilleur exemple, c'est Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, il n'a pas forcément tout gagné. Mais par contre, il avait une relation avec les supporters. Énorme. Il avait du charisme. Il proposait du jeu. Je pense que les supporters marseillais, c'est pas les plus chauvins du monde. Je pense qu'ils veulent aujourd'hui un entraîneur qui ressemble à leur club. Et c'était pas le cas avec Marcelino. Alors après, pour en revenir à Gattuso, il a raison. Juan José, on a connu les dérapages. On a connu ces dérapages en tant que joueur. Moi, je me souviens d'un coup de boule assigné à l'entraîneur adjoint de Tottenham à l'époque. Donc voilà. Mais est-ce que ce serait pas trop en faire de dire on a besoin d'un entraîneur sanguin pour être sur le club de l'Olympique de Marseille? Moi, là, je rejoins Samir. Moi, je pense qu'il faut un entre-deux. C'est quelqu'un qui comprend le club,
pas forcément qu'il soit comme le club. On veut pas un Rachid Zeroual avec un diplôme. Faut respecter le supporter, Mourad. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut respecter. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? On veut pas quelqu'un qui soit le revers de la médaille de Rachid ou le pendant de Rachid Zeroual sur un banc de touche, par exemple. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu, et l'Olympique de Marseille a les moyens. Ils ont Macour qui est un président richissime à la tête du club. Ils ont Longoria qui travaille très bien, qui a été un recruteur pendant très longtemps. Bordel, vous n'êtes pas en mesure de vous positionner en amont d'une saison pour identifier le bon profil pour être sur le banc de l'Olympique de Marseille et travailler sur un process, un peu comme Arsenal avec Arteta, travailler sur un projet 1 an, 2 ans, 3 ans, et non pas comme si Marcelino, il n'avait pas prévenu qu'il y aurait qu'il allait avoir des débordements, des relations houleuses avec les supporters, des groupes de supporters. Il n'était pas au courant, Marcelino, il l'a découvert sur le tard, il l'a découvert fin août. Faut arrêter. Entièrement d'accord avec ça. C'est mon gros point d'interrogation. Merci Mourad de signaler ça. Quand est-ce qu'il va y avoir un coach à l'Olympique de Marseille qu'on va laisser travailler dans la durée pour que justement, moi je pense que la ville de Marseille pue le foot, le stade Vélodrome pue le foot, les supporters ils sont incroyables, ils méritent d'avoir un coach sur la durée qui va apporter du bonheur à cette équipe et des résultats. Pour avoir des résultats, tu peux pas avoir des résultats en un trimestre, en un semestre, en ce que tu veux. Il faut laisser les coachs travailler pour avoir des résultats. Moi, je pense qu'il faut, si tu ramènes un coach étranger, faut que les coachs étrangers, ils s'en prennent de l'environnement de l'Olympique de Marseille. L'environnement, c'est tout. C'est ton staff, c'est ton centre d'entraînement, c'est tes dirigeants, tes joueurs, le temps d'apprendre à les connaître, savoir individuellement qui ils sont, la ville, tu sors, tu comprennes un peu mieux l'environnement. Tu fais ça en 6 mois, toi ? T'es qui pour faire ça en 6 mois ? Il faut du temps. Et le problème, c'est que tous les coachs, ils ont pas de temps, l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai adoré Marcelo Bielsa. Je l'ai adoré, ce mec. Franchement, j'ai jamais pris autant de plaisir à redécouvrir la Ligue 1 qu'avec Marcelo Bielsa à l'époque. Ouais, Bielsa, tout le monde. Je suis pas forcément fan de l'Olympique de Marseille, mais j'ai apprécié l'Olympique de Marseille avec Bielsa assis sur sa glacière. Et les matchs qu'il proposait en Coupe de l'UEFA, le jeu qu'il proposait, où il remettait tout en cause avec des joueurs qui sont, excuse-moi, des bouts de bois. Djadjedje, par exemple. Djadjedje, c'était Cafou sous Marcelo Bielsa. Après Marcelo Bielsa, il a disparu. Voilà. Ça prouve que justement il y avait un vrai travail de la part de Bielsa. Avec Juan José, l'Olympique de Marseille avant de rejoindre le Napoli. Il y a beaucoup encore à faire pour Marseille. Le premier rendez-vous, c'est celui dans quelques jours face à Monaco. C'est un test pour Gattuso, c'est un test pour Marseille et pour ses joueurs, mais c'est aussi un test pour les supporters qui vont devoir apprendre aussi à avoir un peu de patience. C'est ce que tu disais, il faut du temps, mais il faut aussi de la patience du côté des supporters. J'irai même plus loin, il faut de l'humilité. J'ai l'impression que l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais surestiment leur club. Les gars, ça fait des années que vous êtes dans le trou. Ayez un peu d'humilité, prenez du recul et acceptez de ne pas jouer le titre tout de suite sur les prochains mois. Après, acceptez le fait qu'il va travailler en amont, que ça va passer par une période où ça va être plus compliqué, qu'il va falloir poser les bases avec des joueurs, etc. Et ça va pas forcément passer sur du trading avec des joueurs qui sont en vert et que tu repars en bleu du jour au lendemain et qui vont être performants. Voilà, c'est juste ça en fait. Et ça, je dis ça parce que c'est exactement le chemin par lequel est passé Arsenal pendant des années. Sur la fin du mandat Wenger et le mandat post-Wenger, ils étaient hyper exigeants. Les gars, il y a Manchester City, il y a Liverpool, il y a Chelsea, ils ont gagné des Ligues des Champions, ils ont fait il y a des travaux en amont qui ont été faits, il y a eu du recrutement, trading au plus haut niveau, ils ont été patients. Vous pouvez pas exiger la lune tout de suite du jour au lendemain. Voilà. Alors on passe du côté de l'Italie avec le Napoli. Time Sport, la parole des sociaux. Et on est passé des choses hier sur les réseaux sociaux, notamment avec ce club qui est le Napoli. Napoli ressemble à Marseille, Marseille ressemble pas au Napoli. Non, mais c'est vrai, un peu, hein. C'est des villes. Ça aussi, ça dessert l'Olympique de Marseille, cette vieille comparaison où les Marseillais seraient des Napolitains cachés. Les Marseillais sont des Marseillais, les Napolitains sont des Napolitains. Et voilà, basta. Basta. Bon, après, dans d'autres domaines, c'est vrai que on va rester dans le sport. On va rester dans le sport tranquillement avec Juan José. Ils ont du bon poisson, deux grands porcs et basta. Ah oui, le poisson il est bon à Naples, la vérité. On t'écoute, Juan José. Rappelle un peu. C'est l'histoire d'un gars qui jouait du côté de Lille et qui a atterri en juillet 2020 du côté des Naples. Et il a coûté quand même 70 millions. C'est l'histoire d'un gars qui a passé beaucoup de temps à être blessé et à pas jouer avec son équipe des Naples. C'est l'histoire d'un gars qui est aimé par son président, mais qui l'a aussi rejeté par la suite parce que
après une blessure à l'épaule, il revient et il part au Nigeria, il attrape le Covid et donc il passe plusieurs mois sans pouvoir jouer avec son club qu'il a payé très cher. D'ailleurs, c'était le joueur le plus cher de l'Italie du Sud, du Sud. Ah oui. C'est l'histoire d'un gars qui rate un penalty ce week-end face à Bologna. Un penalty dont on dit qu'on ne peut pas rater. Il le rate. C'est l'histoire d'un gars qui est remplacé par Rudy Garcia, que vous connaissez tous, et qui se fâche énormément sur le terrain parce qu'il est sorti du terrain. C'est l'histoire d'un gars qui, à un moment donné, voit son club amener sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok une vidéo où on se moque de son penalty raté. C'est pas ça le plus choquant. C'est l'un des choses. Cette vidéo-là. Mais c'est l'histoire de la vidéo de la noix de coco. Qui depuis, qui est avec De Laurentiis du côté de Naples, est un joueur important du club, qui a pris au niveau international du poids, aussi publicitairement, parce que le fait de porter après une blessure donc un masque l'a fait connaître de tout le monde. Super Victor, mais c'est l'histoire en fait d'un gars qui supporte très mal la pression et qui s'est vu ce week-end très malmené. Mais c'est aussi l'histoire d'un gars qui voulait être vendu au PSG pour 150 millions. Est-ce que le PSG va un jour débourser cette somme pour quelqu'un qui ne retient toujours pas ses nerfs quand il est sur le terrain? Et oui, encore le football italien a frappé avec le cas Osimhen, justement. C'est la suite qui s'annonce, c'est un peu le tonnerre, la foudre du côté de l'Italie. Mourad Yasmine. Par rapport à quoi Par rapport à Osimhen? Oui. Non, mais je voulais compléter justement ce que dit José. C'est aussi l'histoire d'un gars qui a été MVP de la Serie A saison 2022-2023, qui a marqué 26 buts et qui donne même le but du titre face à l'Udinese et à Udine la saison dernière, alors qu'ils étaient passés à côté du titre depuis plus de 30 ans, c'est ça qu'ils n'avaient pas gagné la Serie A. Donc quel manque de respect vis-à-vis du meilleur joueur du Napoli, qui est Victor Osimhen. Il y a la vidéo bien sûr où il troll un penalty manqué. Si vous avez voulu troller, ils auraient pu faire un montage, montrer qu'il marque en pleine lucarne et qu'il va célébrer le penalty avec les supporters. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est justement cette noix de coco où la Serie A a cette étiquette justement autour du racisme et au niveau alors je sais pas qui est le community manager du Napoli. Je sais pas si c'est. Il a été viré depuis. Voilà, exactement. Je sais pas si c'est sûrement un community manager du Nord de l'Italie. En tout cas, c'est pas un mec du Sud. En tout cas, il joue contre le Napoli, lui. C'est comme Vinicius à l'époque de Benzema, il joue contre nous, donc il leur rend pas service. Et ensuite la noix de coco, c'est quand même un des symboles, on va dire. On est dans l'essentialisation du racisme à travers la noix de coco, la banane, les babouches pour les maghrébins, etc. Je pense que c'est quel amateurisme, il se tire une balle dans le pied en fait en faisant ça, et c'est même pas intelligent. Et donc, juste pour prendre un peu de recul par rapport au Napoli, c'est aussi De Laurentiis qui est responsable de tout ça, au-delà du CM du Napoli et de TikTok. De Laurentiis, on a l'impression qu'il s'aborde le club depuis quelques mois. Le fait de nommer Rudy Garcia, la fausse comptabilité avec Osimhen, où là il se fait rattraper par je pense qu'il y a une enquête du parquet italien. Voilà, exactement. Il va peut-être se faire rattraper par la patrouille. Ou Lille est aussi sur le point de mire. Exactement. Où Lille n'est pas forcément clean aussi. Donc il y a effectivement. Donc j'ai l'impression que De Laurentiis aussi, ça arrivait souvent où ces têtes de gondole, il les salit un peu sur la place publique. Je sais pas si vous avez vu à l'époque aussi Higuain, etc. Donc De Laurentiis, peut-être qu'il n'est pas à plaindre dans toute cette histoire. Peut-être que c'est aussi volontaire de sa part. Peut-être le sage montre du doigt la lune et l'imbécile regarde le doigt. C'est ça le proverbe. J'ai peut-être l'impression qu'on est dans ce domaine-là avec De Laurentiis. Voilà, c'est ma vision du truc. Encore une fois complotiste, mais c'est que j'essaie de réfléchir en 2-3 mois. Je te rejoins, Mourad. Quelle ingratitude de la part du club de Naples. Il a porté Naples la saison dernière avec un 3e titre de champion d'Italie dans toute son histoire. On demande aux joueurs de respecter le club et en retour, normalement, les clubs doivent respecter leurs joueurs. Là, on a quand même un attaquant qui est star, qui est une star de l'équipe. On le respecte pas. Là, je vois en plus de ça qu'on met une vidéo. C'est le vidéo, en plus, c'est le compte officiel de Naples qui met ça sur TikTok. Moi, celle qui m'a le plus choquée, effectivement, c'est celle avec la noix de coco.
comment on peut en arriver là, sachant que c'est le meilleur buteur du club, ils sont actuellement, je crois, 7e de Serie A, Naples, juste parce qu'il a raté un penalty. Non, ça peut pas être possible. Imaginez juste une seconde si le même CM aurait fait la même chose pour Cristiano Ronaldo ou Messi sur TikTok au Real Madrid ou à Barcelone. La réaction aurait été la même pour les deux, c'est-à-dire que là on s'étonne que justement il salue pas ses coéquipiers, qu'il a envie de partir, mais c'est tout à fait normal qu'il s'en aille et qu'il aille par exemple au Real Madrid. Et là c'est une bonne transition. Alors, pour le Real Madrid. Et là justement le CM il vient de faire perdre, déjà il a fait perdre de la valeur marchande d'Osimhen, elle a forcément baissé parce que j'imagine que là il reste 3 mois, les 3 mois de la fin de l'année vont être très très longs et la valeur marchande d'Osimhen va forcément baisser. Donc là il vient de s'asseoir sur 50 millions. Voilà, il est toujours sous contrat 2025. Jusqu'en 2025. Ouais, il y a un contrat quand même encore. Oui, mais je pense que à partir du moment où la confiance est rompue, je pense que les deux parties vont essayer de s'en séparer le plus vite possible. Je pense que ça va être ça. Il y avait une prolongation qui était même discutée, mais qui n'a jamais été signée. Qui n'a jamais été signée. Je pense que là c'est terminé, en tout cas pour Osimhen. Donc voilà, donc là il y a une opportunité côté Real Madrid. Ouais. Peut-être que Kylian Mbappé, peut-être que l'avancement tant recherché. Peut-être que ce serait Osimhen et ça m'étonnerait pas de voir Florentino Pérez se pencher sur son cas et essayer de le faire signer au mois de janvier. Pourquoi pas. Samir, avec Vivien, Osimhen, Napoli. Franchement, je suis un peu dépassé par ce sujet parce que si on entend certains arguments, s'il y a des choses qui se passent en off qu'on ne sait pas à Naples, alors dans ces cas-là, ne mets pas la clause de départ à 150 millions d'euros. Si tu as envie de te libérer pour X raison du joueur, ne le mets pas à 150 millions. Qui est capable de mettre 150 millions aujourd'hui? Donc déjà, financièrement parlant, voilà, s'il y a des choses en off qu'on ne sait pas, c'est une mauvaise stratégie de la part du club. Après, moi, depuis tout à l'heure, on parle de football, de penalty, de pas de penalty, de meilleur buteur, pas meilleur buteur, mais là, ça dépasse le football, là, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. On s'en fout que le mec, il a joué 10 minutes à Naples ou pas. On est en train de parler, en fait, d'un racisme factuel. On est en train de parler d'un racisme pur et dur pour un club et un championnat et un pays qui vit ça depuis des années, une région du monde qui vit ça depuis des années. C'est même pas caché. Voilà, on peut mettre même l'Espagne. Y a aucun problème à dire ça. Moi j'ai un problème avec tous les gens dans le milieu du football. Je prends la responsabilité de dire ce que je dis et je m'en fous complètement. Les footballeurs sont des lâches, d'accord. Ouais. Il faudrait absolument que tous les joueurs fasse quelque chose pour accompagner tous les personnes, peu importe la discrimination, il faut faire une action, il faut faire quelque chose. Vous nous cassez les couilles avec vos panneaux publicitaires, avec vos trucs, avec vos trucs no racisme, vos trucs, c'est bon, ça va 2 minutes. Et je m'excuse pour la vulgarité, voilà, je suis parti un peu. C'était le coup de gueule de Samir. Mais ce que j'ai voulu dire par là, à un moment donné, tous les gens, les acteurs dans le milieu du football sont des gros lâches, les coachs, les dirigeants, les présidents de clubs, les supporters. Avec tout le monde, faites une grosse action, faites quelque. Ça vous coûte quoi de ne pas aller un match au stade? Non, mais là, tous les joueurs, ça vous coûte quoi pour un statut, pour une position sociale? Alors j'ai peur de perdre mon poste, j'ai peur de perdre mon statut. Mais tous les grands hommes, ils ont été inscrits comment? En fait, leurs noms ont été inscrits comment sur la pierre? Leurs noms, parce qu'ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des gros trucs. Moi, je pense que tous les acteurs du milieu du football sont des gros lâches. Vous voulez qu'on arrête? Ça fait combien de temps qu'on parle de racisme? Ça fait combien d'années? On a beaucoup parlé aussi dans cette émission. Donc ça veut dire tout ce qui s'est passé depuis un moment, ça va marcher. Pour moi, cette vidéo, je suis d'accord avec Samir, pour moi, cette vidéo, c'est un cri de singe numérique. Voilà. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On reviendra sur le cas d'Osimhen avec le Napoli, sans oublier le Real Madrid, 2-0 face à Las Palmas, excusez-moi, sur son terrain qui est le Santiago Bernabéu. De suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi soir, 20h38 avant d'accueillir Vanessa à 21h. Allez, place à la dernière partie de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, il y a beaucoup de personnes qui réagissent notamment sur les réseaux sociaux du compte Beurre FM et Time Sport. Notamment on a Nasser, petit clin d'œil depuis Rome. On a aussi Malik, on a aussi Mehdi et Fatia. Les joueurs sont blindés. C'est quoi de prendre justement des joueurs pour des camps et aussi même dans ce même club qui est le Napoli. Vivien, on en revient sur Osimhen. Oui, moi j'espère déjà qu'il reportera plus jamais le maillot du Napoli et j'espère qu'il mettra au maximum la pression sur le club.
Parce qu'en tout cas, à sa place et à la place de son entourage, pour moi, il est absolument pas question de laisser passer. Alors là, ça va être facile dans les prochains jours. On va dire oui, c'est le community manager, c'est un tel. Et que, comme on dit, quand c'est comme ça, l'entreprise va toujours se reposer sur. Il s'est excusé, hein. Oui, mais pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Et c'est pour ça que j'espère vraiment qu'il ne rejouera plus jamais. Et pour revenir sur ce que disait. Ouais, le community manager. Oui, avec Naples. Oui, j'ai pas dit qu'il prenne sa retraite. Par contre, je pense que on devrait pas prendre Victor Osimhen en otage à cause de l'acte lâche d'un community manager qui est totalement décérébré. Je pense qu'il faut un acte fort, sanctionner éventuellement le club, faire une vraie campagne de communication. Mais Osimhen, je pense qu'il faut pas le mettre au milieu de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'Osimhen, il faut que lui, il continue sa carrière de footballeur. Oui, mais hors de Naples. S'est excusé par rapport à son attitude lors du remplacement, quand il a été remplacé. Ça, il a fait. Il s'est exprimé. Après, ils sont entretenus avec Rudy Garcia. Et c'était important qu'il le fasse. Maintenant, c'est au club de faire le mea culpa et sanctionner. Après, il passe par il rentre dans un bras de fer, là, parce que je crois qu'il a porté plainte Osimhen contre le Napolitain. Je crois que la plainte a été enclenchée, donc là, le divorce est inévitable. Donc clairement, on espère voir son talent s'exprimer ailleurs. Oui, après, on est dans une logique de marché. Il faut, comme l'a dit Samir, il faut les poser, les 140 millions d'euros. Ça va être très compliqué. Est-ce que lui, à un moment donné, il n'aura pas une période? Je pense que c'est pas à lui, en fait, de se révolter. Je sais pas, qu'il faut qu'il y ait une action collective. Ouais, mais de qui? Zambo Anguissa, il faut aussi que c'est son coéquipier, il faut peut-être qu'il s'exprime. Les joueurs d'origine africaine de Serie A aussi, il faudrait peut-être à un moment donné qu'ils s'expriment. Les joueurs en Europe, les no racisme dans toutes les langues, à travers des spots publicitaires où poser des genoux, ça va 2 minutes, mais concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Zambo Anguissa, qu'est-ce qu'il attend pour exprimer son mécontentement et soutenir Victor Osimhen? Qu'on fasse une vidéo troll de lui avec des contrôles ratés? Normalement, si on avait même une UEFA qui fonctionnait, normalement, ils auraient dû déjà prendre en main le dossier et déjà même faire un communiqué officiel. Mais moi, sur le site de l'UEFA, de la FIFA, j'ai rien vu depuis. Pour rebondir, c'est des questions qui ont déjà été traitées et eux, ils te disent en gros que on fait le maximum de choses, c'est-à-dire qu'on fait des campagnes publicitaires. En gros, on montre qu'on est contre, tu sais, que les joueurs qui rentrent dans le stade, il y a des campagnes publicitaires. Des campagnes pour lesquelles ils touchent des subventions, etc. Mais comme toutes les fédés. Pour eux, on fait ce qu'il faut pour arrêter. On essaie de combattre le hooliganisme. Le racisme, l'homophobie, etc. On essaie d'interdire les gens qu'on a réussi à attraper, etc. Mais en fait, c'est dur. Tu peux pas faire un cas par cas. De racisme. Là, c'est même pas quelqu'un qu'on va spotter dans les tribunes. C'est en fait là, c'est le community manager. Donc en fait, et tu peux mettre toutes les campagnes du monde en place. Là, c'est un employé du club de Napoli qui a fait une dinguerie pour dire les termes. Donc là, c'est très compliqué de. Là, mais t'es d'accord, Mourad, que ça suffit pas que de sanctionner ou licencier le CM du club de Napoli. Moi, j'ai pas envie d'un bouclier. Ça va plus loin que ça, en fait. Ouais, c'est pas lui. Il a fait une erreur. En fait, c'est peut-être la mentalité. Tu parlais de réaction collective. Je pense qu'il faut qu'elle soit, mais vraiment, limite sur le continent, à l'international. Il faut faire quelque chose. Ça fait des années, en fait, qu'il y a les mêmes bavures. Peu importe qui a fait la bavure, les conséquences, c'est ça la sont les mêmes. société qui est comme ça. Il y a qu'à faire des parallèles avec ce qui se passe à Lampedusa. Je pense que ça va au-delà de tout ça. Il y avait le football. Les JO qui arrivent. On en a marre de mettre des gens dans des cases. C'est bon, c'est relou. C'est chiant. Faut-il rappeler le contexte, parce que De Laurentiis, depuis qu'il est arrivé à Naples, lui, il a répété des dizaines de fois qu'il ne voulait pas prendre des joueurs africains ou des joueurs latino-américains parce que il les payait pour qu'il aille jouer ailleurs, c'est-à-dire en référence à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe américaine. Il n'en est pas à son premier dérapage. Il y a quand même, il y a des dérapages constamment aussi par rapport au fait que vous soyez africain ou latino-américain, même s'il a des latino-américains et des africains dans son équipe où il les a eu. Mais donc il y a un contexte et donc c'est vrai qu'il n'a pas composé la Bezzi, Cavani les a pas mis ensemble, c'est vrai. Écrivent ça et lancent ça m'étonne pas. Sincèrement, ça m'étonne pas parce que on est dans un contexte très particulier du côté de l'Europe. Après, même avec les Italiens, De Laurentiis, il a des choix assez surprenants. On a l'impression qu'il saborde le club, tel que je le disais tout à l'heure. J'ai pas évoqué Spalletti tout à l'heure. Spalletti qui est sur le point d'être nommé, je crois qu'il y est sélectionneur de la Squadra Azzurra, c'est ça? Et il lui a mis des bâtons dans les roues. Il a été nommé sélectionneur ou pas de l'Italie, Spalletti? Je suis pas sûr encore, ou pas encore. Oui. En tout cas, il lui a mis des bâtons dans les roues. Il avait mis une clause dans son contrat en disant que il devrait passer par lui en termes de négo. Donc, en fait, il est pas propre sur tous les plans, De Laurentiis, que ce soit vis-à-vis des joueurs africains et sud-américains, vis-à-vis de son coach, vis-à-vis de ses têtes de gondole, vis-à-vis des transferts et des fausses comptabilités par lesquelles il est accusé. Bon, faudra démontrer qu'ils sont coupables, etc.
Donc c'est un président assez sulfureux, De Laurentiis. Ouais, Spalletti, nouveau sélectionneur de l'Italie quand même. C'est le nouveau sélectionneur Spalletti. Ce qui me choque, moi, c'est qu'il n'ait pas été soutenu par aucun de ses coéquipiers du côté de Naples. Pour moi, il aurait fallu une action forte, que tous les joueurs décident de ne plus jouer, jusqu'à qu'il y ait une vraie décision qui soit prise. Et là, le fait qu'il n'ait pas été soutenu, non pas que par les joueurs africains ou de couleur ou peu importe, mais par toute l'équipe, moi, ça me choque. Ouais. Le Real Madrid toujours 2-0 sur son terrain, le Santiago Bernabéu, version 2023. Et oui, pour la première fois, il commence donc le match sur le banc. Juan José avec Samir aussi. Bellingham, la star Bellingham. Tout à fait, oui. Les stars, parce que c'est le joueur qui s'est très vite adapté au football espagnol, au football du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de la Liga avec 5 buts. À égalité avec Lewandowski et Morata, après le doublé de Morata face au Real Madrid le week-end dernier. Le fait est que Bellingham est aujourd'hui l'un des joueurs indiscutables du côté du Real Madrid, même s'il n'est pas sur le terrain aujourd'hui face à Las Palmas. Et pourquoi ? Parce qu'il marque. Mais pourquoi aussi ? Mais parce que c'est le joueur le plus décisif du côté de tir cadré. Vous savez, le meilleur tireur en Espagne aujourd'hui, c'est Lewandowski, suivi de Bellingham. Au niveau des tirs cadrés au bout de 6 journées. J'ai ma théorie là-dessus. Et puis, il y a aussi le fait que Bellingham, et ça les défenses l'ont compris, Bellingham est aussi le joueur sur lequel on commet le plus de fautes depuis que le championnat espagnol a commencé, donc il y a 6 journées, puisqu'il a déjà été sifflé à 21 reprises des fautes contre lui. Donc c'est vrai qu'en plus il est charismatique, et en plus, depuis plusieurs matchs, à chaque but, on voit le Santiago Bernabéu crier son nom, ce qui est quand même assez rare du côté de Madrid. Benzema a eu droit à ça, Zidane, Ronaldo aussi, Raoul à l'époque, et là, quelqu'un qui vient d'arriver, tout jeune. Le Real l'a adopté, le public l'a adopté. adopté. Oui, Mourad, la théorie. Moi, je pense que c'est trop les théories, Mourad. Non, mais c'est une théorie sportive, pas une théorie du complot. Je pense que le manque de vrais neufs, en fait, fait que Bellingham, il est dans le dépassement de fonction perpétuel. C'est-à-dire que Bellingham, normalement, moi, tel que je connais Bellingham à l'époque de Birmingham, quand il était adolescent, ou quand il était au Borussia Dortmund, quand il était dépositaire du jeu, etc., Bellingham, il a été recruté au Real Madrid pour ses qualités de créativité. Aujourd'hui, l'absence de numéro 9 fait que on le voit beaucoup, on a l'impression qu'il essaie de justifier le prix de son transfert parce qu'il n'y a pas eu de recrue majeure. Il multiplie les courses, il est dans les efforts, etc., etc. Et il fait pas preuve de créativité. Et donc, l'obligé de combler ce manque, cette absence de numéro 9. Et les buts de Bellingham, moi je les ai vus parce qu'on regarde aussi un peu les matchs. C'est beaucoup de cafouillage, c'est beaucoup de tapines. Et quand il y aura un vrai numéro 9 installé, je pense qu'il va décompresser. Et là, on devrait voir le vrai Bellingham. Parce que là, c'est un Bellingham en sur-régime. C'est pas le vrai Bellingham. C'est fou. Là c'est un Bellingham. C'est un Bellingham qui a un dégradé avec une barbe et qui ressemble à Benzema. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est pas mal, Non, mais c'est pas mal. Mais parce que Benzema n'a pas été remplacé. Le Real Madrid ne veut pas se tromper. Il veut prendre le temps de remplacer Karim Benzema. Et en attendant, ils se sont dit, Bellingham, il a une pression sur les épaules, Ancelotti, etc. On n'a que toi aujourd'hui pour marquer des buts. C'est pas José Lou qui va, entre guillemets, qui va remplacer Karim Benzema. Donc c'est à toi justement d'embellir. Tu vois ce que je veux dire ? Le Real Madrid. C'est pas José Lou. Ce serait triste quand même que ce soit José Lou, la tête de gondole du Real. Allez justement, Samir, on donne la parole. C'est vrai qu'il a un rôle beaucoup plus offensif qu'à Dortmund. Moi, le seul problème, c'est que oui, effectivement, il marque des buts décisifs. Je crois, Juan José, qu'il a 6 buts là en 7 matchs, Bellingham. Moi, ce qui me pose problème au Real Madrid, c'est que ça déséquilibre complètement cette équipe aussi de Madrid, qui cette saison, pour moi, a de vraies lacunes défensives. Et là, maintenant, tout repose sur Bellingham, sur son jeu. C'est vrai qu'on n'a pas de numéro 9... un vrai numéro 9 du côté de Madrid, mais par exemple Rodrigo, on le voit beaucoup moins que la saison dernière. Les défenseurs aussi de Madrid sont beaucoup moins on va dire décisifs, concentrés, donc gagner la Ligue des Champions, faire un beau parcours en Ligue des Champions avec seulement Bellingham, ça serait une grosse erreur de la part du Real Madrid. Samir,
à la suite des Yasmine. Moi, je pense de vraiment de manière très humble, c'est la meilleure recrue de l'été, je trouve. On parlait de mariage tout à l'heure quand on parlait de Gattuso et de l'OM. Moi, je trouve que le meilleur mariage de l'été, c'est vraiment Bellingham avec le Real Madrid. Je pense qu'ils ont misé sur le joueur qu'il fallait à moyen et long terme. C'était le joueur qu'il fallait prendre, comme Juan José le disait. C'est un joueur charismatique. Est-ce que vous avez vu beaucoup de joueurs à un si jeune âge déjà prendre les rênes vraiment d'un club aussi important? Moi, pour moi, le mariage de l'année, excuse-moi Samir, c'était le Ward et Riyad Mahrez. Non, je plaisante. On a tous suivi de loin sur les réseaux sociaux. Ouais. On l'a suivi aussi. Mais je trouve que justement, moi je pense vraiment que dans le football, sur le rectangle vert, il n'y a pas un geste facile. Et justement, peut-être qu'il met des buts dits faciles, mais il se retrouve dans la zone qu'il faut. La personne qui marque, c'est lui. On disait aussi beaucoup de bien de Benzema par le passé, mais pourquoi Benzema, de temps en temps, il mettait des buts faciles, mais il avait tout de suite à la première occasion le but. Bellingham, il fait aussi la même chose. Alors peut-être qu'il est en sur-régime aujourd'hui, mais justement, il faut pouvoir être en sur-régime. Est-ce que dans les autres clubs concurrents, donc le meilleur club du monde, est-ce qu'il y a des joueurs en général, on parle souvent d'années d'adaptation. Quand un nouveau joueur vient dans un club, il a besoin de s'adapter. Il y a une année un peu où le joueur est moyen, etc. Mais là, Bellingham, il est tout de suite performant dès le début. Alors, je pense qu'effectivement, son adaptation, elle est très rapide et parfaite, ce qui montre le QI football du joueur. Je pense que c'est un garçon très intelligent, qui a compris exactement dans quel club il est tombé. Et effectivement, quand on aura trouvé le vrai avant-centre du Real Madrid, le remplaçant de Karim Benzema, on va avoir le vrai Bellingham qui sera encore beaucoup plus fort. J'ai un souci, juste dernier point sur Bellingham. J'ai un souci avec lui. C'est qu'ils sont anglais. Non, justement, c'est ce qui fait que je kiffe. Tu sais, les Anglais qui sont passés au Real Madrid, les Britanniques, j'ai beaucoup apprécié. Gareth Bale, Michael Owen, McManaman, etc. David Beckham aussi. Faut pas oublier David Beckham. Je pense que Bellingham, en fait, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à oui, il a été beaucoup absent dans les grands matchs. Ouais. Aussi. Et ça, on le retrouve avec l'équipe d'Angleterre, on l'a vu avec le Borussia Dortmund et avec le Real Madrid face à l'Atlético Madrid. Derby madrilène. On a l'impression que c'est Griezmann qui l'a mis dans sa poche. Son pendant, c'était Griezmann. Et là, Griezmann, il a tiré son épingle du jeu. Dieu sait que je suis pas un grand fan de Griezmann, mais là, il a prouvé que, en Liga, Griezmann, c'est au-dessus de Bellingham. Aujourd'hui, actuellement. Vivien, on t'écoute. Rapidement, Vivien. Rapidement, c'est vrai que moi j'attends de voir ce Real dans les grands matchs et voilà, comme le Real, c'est le club numéro 1 au monde et moi je m'inquiète pas pour Bellingham, avec tout ce que Mourad a dit, quand il y aura un vrai numéro 9 les prochaines années, je suis sûr qu'il sera très très bon à Madrid, mais voilà, j'ai un peu peur moi pour cette saison du Real malgré tout. Le fait est que aujourd'hui le Real gagne, donc va reprendre la tête du championnat espagnol en attendant ce que fera Girone, qui va jouer aussi. Donc Bellingham a des beaux jours devant lui du côté du Real Madrid. Effectivement, quand on aura du côté du Real à 9, que ça soit Osimhen ou quelqu'un d'autre de ce gabarit-là, le Real pourra être effectivement le club qu'on attend tous pour cette saison. Merci. On peut avoir des doutes sur le Real Madrid, il n'y a aucun problème, mais pas sur Bellingham. En tout cas, si le Real Madrid fait une mauvaise saison, ce ne sera pas de la faute de Bellingham. Moi, je trouve qu'il a assumé son rôle. En tout cas, moi, je veux le voir marquer contre des grands clubs et non pas contre des stations balnéaires telles qu'on a pu le voir depuis quelques saisons. Voilà, Mourad. Le dimanche 1er octobre, c'est les matchs de Coupe de France et le SR Trouville en R2 rencontrera l'AS Saint-Ouen-l'Aumône, voilà, en National 3 justement, buvette sur place. C'est Kamel qui nous écoute avec toute son équipe, voilà, du côté de Sartrouville au stade Gagarine. Non, du côté de Sartrouville, à qui nous passons le bonsoir. Grand merci à Yasmine, aussi à toi Mourad, grand merci aussi à Vivien, à Juan José, Samir qui était de la partie, à la réalisation, à la personne de Solal, allez, Vanessa qui arrive, très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.